Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué. Bienvenue dans Story Dating épisode 2. C'est ma petite vidéo bonbon, ma petite vidéo plaisir. On va aujourd'hui écouter des histoires incroyables qui vous sont arrivées. Et la thématique du jour, c'est les Near Death Experience. J'étais pas obligé de le dire avec cette voix-là. Plus couramment connue sous le nom des expériences proches de la mort en français, la fameuse lumière au bout du tunnel. Certaines personnes parmi vous ont vécu des histoires aussi folles que ça. Je vais passer cette porte. Derrière cette porte, il y a un décor qui va me donner des indices sur la première histoire. Je vais recevoir la personne, je vais pouvoir lui poser 5 questions. Elle va pouvoir répondre seulement par oui ou par non. Je vais essayer de formuler des hypothèses, savoir ce qui est arrivé à la personne. Et ensuite, la personne va me raconter la vraie histoire et on va l'écouter ensemble. Et ça, on va le faire 3 fois parce qu'il y a 3 décors. Cette vidéo, mesdames et messieurs, est sponsorisée et elle est sponsorisée par le jeu mobile Viking Rise. C'est un jeu de stratégie multijoueur en temps réel. Et en plus, ils ont décidé de vous offrir 3 Nintendo Switch OLED. Pour savoir comment participer et comment télécharger ce magnifique jeu, petite voix off. Alors comme ça, on veut devenir un vrai viking, c'est ça? Alors le jeu Viking Rise est parfait pour vous. Bon, rien de plus simple. On commence par explorer, piller, on développe, on chasse et on combat pour la gloire de Valhalla. Ah, et on peut aussi invoquer des héros de la mythologie nordique comme Ragnar, Ivar, Björn ou Lagertha. Votre maman viking va être fière de vous. Mais attention, hein, être viking, c'est pas que du poutrage à la hache. On n'oublie pas de faire du commerce, de recruter des travailleurs, un peu comme dans Age of Empires. Et on n'oublie pas de développer une flotte de dracars pour se balader en famille le dimanche. Bon, ouais, j'avoue que le taf de viking, c'est essentiellement tout poutré à la hache. Mais ça suffit pas, faudra penser stratégie en rejoignant des alliances, faire des donjons et en menant des combats stratégiques autant sur la mer que sur terre. Alors pour soutenir directement cette chaîne YouTube et ce contenu, téléchargez Viking Rise, premier lien dans la description, et vous obtiendrez un équivalent de 200 € de cadeaux in-game. C'est énorme. Et les 3 premiers joueurs à l'issue de l'événement en cours remporteront chacun une Nintendo Switch OLED. Pas mal. Merci à ceux qui prendront le temps de le télécharger. C'est un soutien direct comme d'habitude. Bonne vidéo à tous. Merci Viking Rise, c'est parti pour la première histoire. Ah ouais. Bon, bah c'est toujours incroyable ce concept, hein. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Wow. Oh là là. Alors, je suis dans le premier décor. Il y a beaucoup d'informations. On est évidemment dans une zone de guerre. Mais attention, une zone de guerre cossue. Une zone de guerre où on va pouvoir s'installer tranquillement pendant que les combats font rage à l'arrière. Il y a un brancard, il y a des armes au sol, il y a des douilles. C'est une vanne, la prod, vous avez acheté un casque avec des vrais impacts de balles. What the fuck? Ça me fait plus rire du tout. Bizarrement, la chose que je me dis déjà dans un premier temps, c'est que ça a l'air d'être du matériel quand même assez ancien. Ça fait un peu genre Seconde Guerre mondiale, mais je peux me tromper parce que j'y connais pas grand chose. Et on a des croix rouges, donc je me dis que ça peut peut-être toucher à une personne qui serait médecin militaire. Et du coup, on a des photos au mur. Ouais, donc c'est assez ancien, ça a l'air d'être plutôt genre années 50-60, je dirais. Ok. Bon, évidemment, la guerre est un contexte dans lequel on rencontre ce qu'on appelle communément la mort. C'est un constat basique. Ce qui m'interpelle, c'est qu'on est sur des faits qui me paraissent très anciens. Potentiellement, la personne qui a vécu ça est âgée, quoi. Mais après, c'est peut-être un petit-fils ou un enfant qui va me raconter l'histoire de son grand-père ou de sa grand-mère, par exemple. Alors, autant sur le premier épisode, j'avais un peu de légèreté. Sur celui-là, vu que la thématique, c'est les expériences proches de la mort, on va peut-être éviter de faire trop de vannes, mais je suis pas sûr d'y arriver. C'est parti. Comment ça va? Enchanté. C'est Étienne Moustache? Tout à fait, Pas c'est du ça. tout. Ah non, Étienne. J'ai même son micro à chef, justement. C'est vrai, ça on le donne à tous les moustachus le micro. Ah, j'aime bien ton style. Tu viens tout droit des années 50 ou pas? Ça pourrait. C'est vrai? Mais j'ai pas encore trouvé de DeLorean sous la main, donc pas encore. Ok. Comment tu t'appelles? Damien. Bon bah Damien, bienvenue. Donc Damien, t'es là pour nous parler de ton nouveau livre? Oui, c'est ça. Pas du tout. Bon, un truc qui mindfuck, c'est que du coup le décor il paraît assez ancien et que tu me parais pas très ancien. Tu me parais être né max dans les années 90 quoi. Ouais. Ah, bon, on est d'accord. Si tu es là, c'est que tu as une histoire potentiellement un peu incroyable. Je vais te poser plusieurs questions pour essayer de la deviner. Je vais sans doute pas y arriver et puis ensuite tu pourras me raconter ton récit. Est-ce que d'un point de vue probabilité, tu t'attendais à ce que ce genre de situation puisse arriver ou vraiment c'était impossible de prévoir? Ça pouvait. Dans les circonstances, c'était probable. Ok. Est-ce que tu es militaire? Ou Non. tu as été militaire? Non, jamais. Ok. Est-ce que tu estimes que tu as une activité ou un métier à risque? Non. Ta vie est compliquée. Est-ce que c'est toi qui as fait l'expérience proche de la mort ou c'est quelqu'un d'autre? Non. C'est quelqu'un d'autre? Oui. Ok. Est-ce qu'au final, tu penses que c'est une expérience positive ou négative?
Négative. Négative. Donc je vais tout de suite afficher juste un indice. Être l'un des seuls à avoir son permis à l'époque lui a sauvé la vie. Waouh. Ok. Tel que je le vois, mon hypothèse, c'est que tu t'es retrouvé malgré toi dans une zone de conflit. En fait, ce qui est terrible, c'est que de nos jours, en tout cas en France, des zones de guerre, heureusement pour nous, il n'y en a pas. Du coup, je me dis que ça t'est arrivé à l'étranger. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Et que tu as, du coup, grâce à ta capacité de conduire, réussi à transporter quelqu'un et que tu vas me raconter l'histoire de ce transport jusqu'à l'hôpital, j'imagine. Bon, ça, c'est les éléments simples. Maintenant, les détails de l'histoire, je ne les ai pas. Donc, Damien, est-ce que tu veux bien me raconter ton histoire? Eh bien, avec plaisir. Donc, cette histoire, je ne l'ai pas vécue moi. Ok. Elle se passe en 1959. Incroyable. J'étais très loin d'être né. Ni toi d'ailleurs, Oui, ni, effectivement, on ni n'était la pas là. prod, même personne n'était La là. prod, si, ils sont là depuis. Même avant Diablo X9, je crois. Donc elle se passe en 1959 et elle est arrivée à mon grand-père, qui s'appelle Jackie, nom de famille Tracou. Il est né en 1938, il a donc 20 ans en 1958 quand il part à l'armée en France, faire ses classes, Ok. comme tout Français Son à l'époque, service service militaire. Quoi. Il était tout juste marié, il s'est marié le 28 juin, il part à l'armée le 2 juillet, donc assez rapide. Tous les vendredis soirs, au lieu de lui aller en études de sous-officier, il préférait sortir pour aller voir ma grand-mère au restaurant. Sauf qu'il n'a pas trouvé plus fin comme stratagème que d'aller dans le bar en face de la caserne. Pas discret. Voilà, et il a ouvert la porte et il y avait son chef de section à l'intérieur. Alors qu'il n'était pas censé sortir du camp. Voilà, donc il a vite fermé la porte, ils sont partis, ils ont passé la soirée, voilà. Mais il était grillé. Voilà. A priori. Il ne le savait Il pas, savait pas. il s'est dit sur un malentendu ça peut marcher. Quoi. Ok. Le lendemain au tableau il voit son nom avec marqué Tracou Jackie départ AFN. AFN c'est Afrique du Nord. Et il a envoyé mon grand-père en mesure disciplinaire en Algérie qui était en plein maintien de l'ordre, qui était une guerre mais qui ne disait juste pas que c'était une guerre. Voilà. Donc on savait que c'était pas bon d'aller là-bas. Petit point mais on raconte l'histoire, on prend pas parti ni pour l'un ni pour l'autre, on raconte. Voilà, c'est tout. C'est clair, c'est clair. Donc il a envoyé en Algérie à la Légion étrangère et il y passe 3 mois. Puis au mois de février, il est muté dans un autre régiment, le 403e régiment d'artillerie antiaérienne. Voilà l'insigne du régiment. C'est celui qu'on retrouve sur la veste là, hein. C'est ça, ça. j'ai vu tout à l'heure. Et donc l'Algérie, théoriquement, n'avait pas d'aviation. Non, elle avait aucune aviation. D'accord. Donc il est muté là-dedans et comme il n'y a pas d'aviation à combattre, ils sont relayés aux missions, aux mêmes missions que l'armée classique, c'est-à-dire les reconnaissances, les patrouilles. D'accord. Il est chauffeur du colonel à cette époque, parce que c'est un des rares à cette époque qui a le permis de conduire. Donc dès son arrivée, hop toi, chauffeur du colonel. Sauf que le colonel part 15 jours en permission en France. Lui il reste, mais il sait que pendant les 15 prochains jours, il fera rien vu qu'il est chauffeur. Donc lui il reste à la caserne à rien faire, à faire des bons croisés au foyer. Il s'en sort pas trop mal pour un gars qui a fait une connerie en France. Ouais voilà c'est ça. Et il voit ses amis tous les jours qui partent en camion et revenir blessés et morts. Donc il accepte pas d'être mis à l'écart. Et un jour ils doivent partir pour une opération de 48 heures de reconnaissance dans le Djebel Amour. C'est un massif algérien et il se porte volontaire pour la mission. Évidemment tout le monde le dissuade de venir parce que si on le laisse venir, le colonel en revenant va pas être content. Ouais, il n'y a plus de chauffeur. Donc tout le monde essaie de le dissuader, mais bon, forte tête, il arrive à intégrer les rangs, il en arrive du coup à conduire une ambulance. Ils partent en camion jusqu'à un point de reconnaissance. Ils descendent, ils montent le bivouac la nuit, ils dorment. Puis au petit matin, quand le jour se lève, il y a des balles qui commencent à siffler. Et là, ça va commencer à être moins drôle maintenant. par contre. Ils commencent à tomber en fait face à toute une katiba. Donc une katiba, c'est un groupe, ce qu'on appelle les félagas, ceux qui combattaient pour l'Algérie indépendante. Ok. Mon grand-père conduit donc l'ambulance. Donc il y a le point d'accrochage et un accrochage assez sévère parce qu'il y a toute une katiba en face. Ils sont 100 ou 200 les types en face et en face ils sont 50, 100. Côté armée française 50 et côté Katiba. 100, 200. Du point de feu, les brancardiers ramènent les blessés un peu en contrebas pour charger les blessés dans l'ambulance sur des brancards. Et mon grand-père conduit l'ambulance jusqu'à un point d'extraction par hélicoptère à 4 ou 5 km. D'accord. Donc la route qu'il emprunte, c'est une route un peu sinueuse avec des rochers partout autour, des montagnes. C'est propice parce que ça se passe mal. Bah, c'est assez long comme trajet. Ouais, c'est assez long quand même parce qu'il peut pas non plus rouler à 300 km/h. Surtout que les ambulances de l'époque, On en voit une là. c'est une ambulance 6-6 et il y avait les Croix-Rouges bien visibles dessus. En passager, il a encore un sous-lieutenant qui est là pour l'assister avec la carte pour la route, etc. Ils font plusieurs allers-retours, ça se passe pour eux bien, mais les blessés, bon, c'est pas joli à voir. Et il fait 3-4 allers-retours comme ça. Il prend les blessés, les morts une 4e fois, il retourne vers l'hélicoptère et l'accrochage est en train de se terminer. Les félagas étaient en train de se replier, sauf que les félagas, voyant que les Français prenaient le dessus, ont voulu en quelque sorte se venger et ils vont se venger sur l'ambulance. C'est-à-dire que certains avaient observé que l'ambulance prenait tout le temps le même trajet et entre-temps, entre 2 allers-retours, ils ont posé une mine sur le trajet de l'ambulance. Ok. Donc mon grand-père, en repartant vers l'hélicoptère, refait le trajet et là il y a des balles qui commencent à taper le côté de l'ambulance, qui font exploser le pare-brise. Selon le futur rapport, il y avait 16 impacts de son côté, dessus, dessous, devant, derrière, mais pas lui. Et le sous-lieutenant qui est à sa droite, il crie de s'arrêter et lui il veut pas s'arrêter, il faut conduire, il faut se barrer de là. Mon grand-père fait un écart vers la droite et il y a la mine qui explose côté passager. On rappelle qu'il y a des gens dans l'ambulance. Voilà, on rappelle qu'il y a des morts et des blessés derrière. Et il est projeté à 16 mètres de l'ambulance par l'explosion. Et en tombant, il se casse le poignet gauche. Et à ce poignet, il porte une
une montre à laquelle il tient beaucoup, c'est une montre que sa tante lui a offerte. Vu la situation, la montre t'y pense pas trop, et vu que le poignet gonfle, il enlève la montre pour pouvoir s'en servir, il la laisse tomber à côté d'un rocher, il rampe jusqu'à l'ambulance. L'ambulance était couchée sur le côté. Ah ouais. Ça ressemblait plus à grand chose, j'imagine. Non, tout le temps où il rampe et où il revient à lui, les balles dans le sable sifflent. Là, il attrape son arme, il a 7 chargeurs sur lui. Il rabat le chargeur, il arme la culasse et puis il tire. Il a le poignet gauche cassé. Ouais, il a le poignet gauche cassé, on se rappelle. Il tire et il se déplace en même temps, parce qu'il sait qu'il est tout seul. Donc il sait que tout seul, c'est cuit. Et en face, ils sont pas 200, mais ils sont peut-être entre 20 et 50. Et il se déplace en tirant pour faire croire qu'ils sont plusieurs. Il attend et chaque fois qu'il voit la lueur d'un tir adverse, il envoie une rafale dans cette direction. Pour calmer quoi. Voilà, pour calmer quoi. Mais le fait est que les balles, elles s'épuisent et qu'en face, même s'il tombe sous ses tirs, il se rapproche. Donc il résiste pendant peut-être 5 à 10 minutes tout seul. Et la fumée de l'explosion de l'ambulance a alerté les autres qui avaient fini l'accrochage. Ils vont pour le secourir. Mais mon grand-père ne le sait pas. Mais il se doute que, ils vont venir, donc il y a un espoir que je m'en sorte, quoi. Donc il enlève le chargeur, il en met un nouveau, il rarme, il tire, enfin jusqu'au bout, quoi. Sauf qu'à la fin, le dernier chargeur, il est vide. Il n'y a plus de balles, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de grenade, il n'y a pas de solution de secours. Et les fels les plus proches sont à moins de 20 mètres. 20 mètres, c'est très proche. Il les voit presque dans le blanc des yeux, quoi. Donc là, il se dit que ça y est, c'est fini. Et là, son cerveau fait un blackout. Il fait un malaise complet. Et au moment où il fait le malaise, les dernières phrases qu'il entend, c'est encore des tirs. Il y a un ami qui arrive et qui lui dit c'est bon, on est là, on lui tape sur l'épaule et c'est les Français qui sont arrivés juste sur le fil du rasoir. Donc ils ont repoussé l'adversaire, ils ont évacué mon grand-père à l'hôpital par hélicoptère, mais ça il s'en souvient pas, ils lui ont dit ensuite. Et il est évacué à l'hôpital militaire à Tiaret. Sauf qu'on rappelle, le colonel ne voulait pas que son chauffeur sorte. Oui. On va justifier comment au colonel que le chauffeur il est à l'hôpital et il est pas à la caserne en train de l'attendre. Et bien en fait à l'hôpital, le soldat Jackie Tracou, il a été admis pour une crise d'appendicite officiellement. Voilà. Et ça l'armée le sait peut-être pas encore, mais voilà c'est cadeau. Il a été touché ou pas? Non, il a eu les reins et la colonne vertébrale tassée, encore aujourd'hui. Et le poignet cassé, c'est tout. Quelques jours plus tard, il y a un de ses amis qui vient le voir, un adjudant, à l'hôpital. Donc il reparle de l'histoire, c'est là qu'il lui dit qu'il a été évacué par hélicoptère, etc. Donc il parle de sa montre. Il dit ouais, c'était la montre que ma tante m'avait achetée, machin, je l'ai posée et tout. Cet élément dans l'histoire. Alors je me rappelle pas, pourquoi il l'a enlevé au moment du combat? Parce que le poignet était cassé et il gonflait. Donc pour être plus, entre guillemets, plus à l'aise, quoi. Voilà. Il a laissé tomber. D'accord. Mais il se rappelle plus où précisément par rapport au rocher, quoi. Il a laissé tomber, quoi. Point. Il en parle, là, ça fait chier, je l'ai perdu, machin. Putain, ouais, c'est vraiment l'élément qui fait chier, quoi. Qui est traumatisé. Ok. L'adjudant, il lui dit Jackie, j'en parle au capitaine, on monte une opération, on va récupérer ta montre. Je croyais que l'histoire était finie. Ah mais non, ça se finit jamais. Donc là, faut pas que le colonel il apprenne ça non plus. Oui, voilà, c'est ça. Ça va être difficile à expliquer qu'on va chercher une montre. Oui, c'est ça. Quelques jours plus tard, il est revenu et ils avaient sa montre et il a toujours sa montre aujourd'hui. J'ai pas pu la ramener parce qu'on sait plus où elle est, mais les aiguilles sont bloquées à l'heure de l'explosion. Elles ont plus bougé depuis. Voilà. Oh. Donc j'aurais bien voulu te la rapporter pour te la poser comme ça aurait été très bien, mais elle est introuvable au bataillon. Ah, on sait qu'on l'a. Ok, ça marche. Bon, écoute, l'histoire est complètement incroyable. C'est vraiment fou. Son grand-père a eu une capacité à survivre de malade. Après avoir vu tout ce qu'il a vu, du coup, psychologiquement déjà, il a encaissé des choses, d'avoir transporté les malades dans l'ambulance. Il a quand même réussi à trouver la force de survivre pendant 10 ou 15 minutes, le temps de maintenir les forces en face le plus loin possible. C'est ça qui lui a sauvé la vie, en vrai. Oui, c'est ça. S'il s'était mis en boule derrière un rocher, c'était rideau, quoi, c'était fini. Et ce qui est assez fou, c'est que son cerveau, et ça, c'est complètement du coup dans la thématique de cette vidéo, au moment où il était convaincu que c'était fini, il s'est mis en veille, quoi. Genre, il se rappelle pas, il y a eu une protection de son cerveau qui lui a dit, là, on se met en pause et on se réveille si ça va bien, quoi. C'est fou. Ton grand-père est encore de ce monde. Il est toujours là. Donc il écoute cette histoire. Mais il va l'écouter, ça c'est sûr. On en parle souvent. Il a échappé à la mort d'autres fois, mais ça, ce sera d'autres histoires. D'accord, ok. En fait, c'est toujours toi, en fait. Les décors d'après, c'est toujours toi qui viens, en fait. Alors, je vais vous parler de mon grand-père. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est la première fois que j'entends une vraie histoire de guerre. C'est super impressionnant. Bah, merci infiniment pour cette histoire. Elle est réellement incroyable. Et puis, bah, merci à ton grand-père d'avoir autorisé qu'on la raconte. Merci, Jackie. Et cherchez votre montre, Jackie. Faut pas la perdre. Elle est incroyable, cette montre, pour l'histoire qu'elle raconte. Merci, Damien. Je vais passer à la deuxième qui n'a sans doute rien à voir. Mon cerveau va devoir se réadapter. C'est parti. Il y a des cadreurs. Mais c'est pas possible. Oh, incroyable. Mais c'est beau, hein. Il est incroyable, ce décor. Ok, donc on est clairement dans les Caraïbes. Il y a un hélicoptère, là. Ça me paraît pas être un endroit très approprié pour faire atterrir un hélicoptère. Bon, ça me paraît évident, c'est l'entrée d'un tunnel ferroviaire. Et j'ai juste 3 indices à part ça. C'est qu'il y a un hélicoptère, il y a un casque qui m'a l'air d'être un casque de pompier, et il y a cette carte... Attends, mais c'est pas en France du tout. C'est à la croisée de plusieurs pays, j'ai l'impression, dont la Moldavie et l'Ukraine.
Il est incroyable ce décor-là. C'est impossible de déduire ce qui s'est passé, mais c'est fou. J'ai pas d'idée. Je suis perdu. Accueillons le conteur ou la conteuse. Contrice, conteuse. Le compteur. Le conteur, merci. Tu vas bien? Très bien, et toi? Installe-toi. Bon, c'est pas un rôle la canne, parce qu'elle est incroyable, elle est magnifique. Non, c'est dirait pas un un dandy rôle. des années, tu vois. Tu te déplaces avec une canne. Je me déplace avec une canne. La première étape, tu le sais, c'est que je vais essayer de te poser 5 questions pour deviner un petit peu ce qui t'est arrivé. C'est dur. Est-ce que ça t'est arrivé à toi? Oui. Oui. Est-ce que le fait que tu aies une canne est lié? Oui. D'accord. Est-ce que ça s'est passé en France? Et non. Non. Ok. Est-ce que ton travail est dans l'univers du ferroviaire au sens large? Absolument pas. Est-ce que tu es dans l'univers des secours? Non. Merde. Ok, j'ai sur cette magnifique tablette un indice. La phrase, c'est « Je voulais juste prendre une photo ». Ah. Et tu te retrouves chez Amixem à raconter une histoire. C'est ça. Bon, alors, mon hypothèse. Je t'écoute. Bah vas-y, puisque t'es si malin. Allez, je vais loin dans le truc. Je pense que t'es train spotter, que t'es fan de train et que t'aimes bien les photographier et que tu vas dans des pays à l'étranger pour les photographier. Si c'est ça, je suis un malade. Et que tu as voulu photographier un train d'un peu trop près un jour. On n'est Voilà. pas très loin. J'adore. On n'est pas trop loin. Ok. Et je suis pas du tout fan ou spécialiste Ok. de train ou quoi que ce D'accord. soit. Mais dans l'idée, oui, j'ai photographié un train d'un peu trop près. D'accord. En fait, cette histoire, c'est l'histoire de la plus grosse bêtise de ma vie. Ok. Ça s'est passé il y a 3 ans. J'étais parti en Roumanie. C'est pour Ok, ça ok, le ok. petit tableau ici. C'était une mission environnementale qu'on faisait avec 3 potes à moi dans le cadre du scoutisme. On s'est occupé d'une forêt. Mais le soir du retour, on avait un train de nuit pour rentrer à la capitale, à Bucarest. L'euphorie du truc, on s'amuse avec les potes, on fait un peu les foufous. On arrive au train de nuit un peu en avance, c'était vers minuit, il faisait nuit noire. On avait l'impression d'être à côté d'une gare désaffectée. Et moi, jeune et con, Ouais. je me dis, je vais aller explorer un peu en mode urbex Ok. la Alors gare déjà, abandonnée. excuse-moi de te le dire, mais t'as une voix de malade. C'est une voix de radio, fais de la radio. Voilà. Je veux faire du doublage. Tu veux faire du doublage? Je suis actuellement en études. Tu as bien choisi ta voix. Mieux que cette voix-là. Allez. Ah, il y a beaucoup de blagues qu'on peut faire avec. Ouais. Moi, j'étais pas au courant, voilà, que la gare était pas désaffectée. D'accord. Du coup, je me suis dit, je vais prendre une photo sur le toit du train pour faire un selfie stylé. Et moi, j'ai pas été sensibilisé à ça, mais en fait, il suffit pas juste de toucher un câble pour être électrisé de cette manière. Oui. Il suffit juste de se rapprocher. Absolument. Et en me rapprochant trop près, à ce moment-là, en escaladant ce train avec mes potes, il y a un arc électrique qui s'est créé d'une puissance de 27 000 volts, une puissance normalement létale, mortelle, qui est descendue dans un énorme flash de lumière. Et à partir de là, pour moi, c'est blackout. Mes potes m'ont dit qu'à ce moment-là, il y a eu comme un éclair, quoi. Le chef de gare est arrivé en courant. Il leur a dit, là, s'il y a un de vos potes qui a fait le con, qui est monté sur le toit du train, il est mort. Alors attends, what the fuck. Donc là, j'avais juste pas capté que tu t'étais désolidarisé du groupe. Physiquement. Ouais, T'étais plus avec eux. physiquement. Tu t'es ouais. dit, je fais ma petite aventure perso. En vrai, j'étais avec un autre pote. Lui, il était derrière moi. Il était en train de monter. monter. Il y avait une petite échelle en plus. Ok. Donc vraiment, c'était assez intuitif. Oh, limite, il y avait une flèche, allez-y. C'est ça. sympa. Et lui, il a été aussi du coup expulsé à ce moment-là. Donc quand mes autres potes sont arrivés pour trouver les deux qui étaient partis sur le train, ils ont trouvé d'abord le pote avec qui j'étais parti. D'accord. Et il était complètement sonné. Et lui, il a pas eu de problème. Donc je pense que si lui, il a réussi à s'en sortir, c'est parce qu'il est un peu plus petit. Elle cherche le point le plus haut pour Ouais. rejoindre le sol Exactement. et c'est tombé sur moi. Tout bêtement, physiquement, ouais. Nous, les gens petits, on survit plus que vous, les gens grands, vraiment. Donc là, tes potes sont en mode de panique, enfin... Donc il trouve mon pote allongé et il lui demande qu'est-ce qui se passe, où est Simon? C'est moi, Simon. Bah oui, ça, c'est une bonne info. Je t'avais pas demandé ton prénom, bonjour Simon. Le pote qui est sonné leur dit je sais pas où il est, moi je me suis juste réveillé ici. Moi à ce moment-là j'avais été du coup propulsé et j'étais en plus sur des rails plus loin. Donc non seulement tu tombes d'un train, je fais que de te couper, c'est horrible, mais c'est pour que les gens comprennent, mais un train c'est quand même très haut, quoi. Donc en plus t'es debout, donc de toute ta hauteur, donc tu tombes minimum de 3-4 mètres, je pense, et tu tombes sur des rails. C'est ça. Pas fou. Donc il y a éclair, il y a les brûlures du coup. Déjà les souvenirs après le flash ils me sont revenus que très longtemps après Ah ouais, l'accident, ok, d'accord. sous forme de flashback un peu dans mes rêves et tout. Mais en fait à ce moment-là c'est assez étonnant, mais j'ai été conscient quand j'étais sur le sol. Ok. Il faut imaginer que mes vêtements avaient fondu sur moi avec la brûlure du truc. D'accord. Et moi, je ne comprenais rien. Déjà, je sentais pas la douleur ou quoi. Oui. J'étais juste dans une panique totale. Je les ai vus se mettre devant moi et c'était vraiment terrifiant parce que j'avais un pote qui, lui, il gardait tout le temps la face. Le mec musclé, un peu le leader du groupe. Lui, je l'ai vu se décomposer en me regardant et vraiment paniquer et pleurer. Ils étaient tous en train de pleurer, de crier à l'aide au-dessus de moi parce qu'ils voyaient en fait un pote agoniser. Moi, je savais pas l'état de Oui, mon corps. toi, tu t'étais pas face à un miroir, tu peux pas savoir. À ce moment-là, je me rends aussi compte que je ne peux plus bouger. J'étais complètement paralysé. Mes potes me disent te lève pas,
te lève pas. Moi, tout ce que j'essaye, c'est de me lever, mais j'y arrive pas. Et je sais pas ce qui se passe. Et je peux pas bouger. Donc, je suis dans une panique totale. Très rapidement, on a eu beaucoup de chance. Il y a des camions de pompiers qui sont arrivés. Les pompiers, du coup, ils sont venus s'occuper de moi. Autre chose qui est terrifiante, c'est qu'on est en pleine nuit. Donc, il fait noir. Et donc, tout ce que je vois des pompiers qui viennent me voir, c'est des lampes frontales. Donc, je suis juste ébloui par plein de projecteurs. Et quel est le premier réflexe quand on a un grand brûlé? C'est de le déshabiller. Comme les vêtements qui étaient en train de fusionner avec moi, on me les a enlevés. Donc, je me suis retrouvé nu sous des tas et des tas de projecteurs avec plein de gens qui parlent une langue que je connais pas. Là, je me sens un petit peu humilié devant tout ça. Moi, je peux pas bouger, je peux pas me défendre. Donc, tout ce que je veux à ce moment-là, c'est faire un truc, quoi. Mais je peux rien faire. Je me souviens que j'agrippe un policier, je lui serre la main et je lui dis en anglais avec un accent terrible, I don't want to die, I don't want to die. Et le roumain, il m'attrape la main et il me fait listen to me, you're not gonna die. Putain, c'est Rambo roumain, quoi. C'est ça. C'est Rumbo. J'ai perdu connaissance au bout d'un moment en tenant la main de ce pompier-là et ils ont fait appel à un hélicoptère. Qui est juste là, le petit hélicoptère qui est là. C'est ça, voilà. C'est pas tout à fait celui-là, c'était un hélicoptère roumain. Donc je sais pas quand est-ce qu'il y a eu l'hélicoptère ou pas, je me souviens pas trop de l'hélicoptère. C'est malheureusement un point commun de ces histoires-là, c'est que souvent les gens ne se rappellent pas de l'hélicoptère, alors que c'est la partie sympa, c'est la balade. balade. C'est vraiment c'est con, quoi. Le truc dont j'aurais voulu me souvenir, c'est d'avoir fait de l'hélicoptère accroché en brancard en dessous, ça aurait été génial. Mais je m'en souviens pas. Très vite, ils m'ont mis dans un coma artificiel. Ce qu'on fait souvent pour les grands brûlés. Ouais, pour éviter les douleurs. Ouais. Ils m'ont rapatrié directement à la capitale. C'est bien, c'est là où tu voulais aller. C'est là où je voulais aller à la base. Dans l'hélico. Et puis c'est là où il y avait les meilleurs soins. Il a été question de me rapatrier en France et moi j'ai été dans le centre des grands brûlés de Lyon. Je suis resté 6 jours dans le coma. Et quand je me suis réveillé, tout le monde était là, ma copine, ma famille, tous mes proches. Il y avait un cercle qui s'était créé de centaines de personnes qui prenaient de mes nouvelles chaque jour. J'avais absolument pas conscience de la gravité de la situation. Et du coup, je me souvenais pas encore vraiment de l'accident. Il y avait le blackout encore à ce moment-là, j'avais pas eu les flashbacks. C'est quoi tes derniers souvenirs à ce moment-là? Mes derniers souvenirs, c'est il y a un train, allons voir. C'est le titre de la vidéo. Bon, quand j'ai brûlé, j'avais plus de cheveux. Et la première chose que j'ai dit en me réveillant, je mets ma main comme ça sur ma tête et je fais je suis chauve. Comment ça, je suis chauve? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était ma première réaction, c'était non, mais où sont mes cheveux par contre? Ça a rigolé nerveusement partout. C'était mais tu es vivant, est-ce que tu te rends compte? J'étais oui, mais évidemment, je suis vivant, mais où sont mes cheveux? Waouh! À quel point a été altérée ta peau par rapport à la brûlure? J'ai de la chance, le visage est plutôt épargné, même si j'ai un trou dans les cheveux. D'accord, ça va. Moi aussi, il y en a un là qui commence. Ouais, mais c'est pas la même chose. Ah non, okay. Non. Je suis grand brûlé moi aussi, c'était une tasse de café. Enfin bref. Mes brûlures étaient estimées à 75% au début. Quand je suis entré à l'hôpital, je faisais 2 fois mon poids parce que j'avais gonflé de partout et il fallait faire quelque chose. Donc en fait, la peau de mon ventre, actuellement, c'est la peau de ma tête. Un peu stylé. On a profité après de l'absence de cheveux pour récupérer de la peau de mon crâne pour la greffer sur mon corps. Pour qu'elle se redéveloppe en fait, en gros, c'est ça l'idée? C'est on cultive de la peau avec sa propre peau? Genre, j'y connais rien. Moi, j'y connais pas grand-chose non plus. Ils font ça à Lyon, ça marche bien. Et du coup, là, je ressemble un peu à Frankenstein sous ce D'accord. pull. Ok, ça se voit pas, ça va. Ça commence à se voir un petit peu sur le coup. Ok, ah ouais, effectivement. La peau sur tes jambes, ça va ou c'est pareil, tout ton corps est quand même bien attaqué, quoi? C'est bien attaqué, mais c'est surtout le ventre qui a pris. En termes de séquelles, c'est essentiellement des brûlures ou est-ce qu'il y a autre chose? Alors en fait, ce qui est très étrange, c'est que j'ai quand même aussi des séquelles internes d'ordre neurologique, comme s'il y avait des câbles qui ont grillé. Et c'est pour ça que j'ai du mal à contrôler mes jambes aujourd'hui. J'ai passé 1 an à l'hôpital en fait à faire de la rééducation pour réapprendre à marcher. Et j'ai fini par ne plus être paralysé, bien sûr. Ce qui fait que tu as besoin d'une canne, etc. C'est le contrôle de tes membres, c'est le contrôle principalement de mes jambes que je contrôle plus bien du tout à cause de plein de choses. Il y a de la spasticité. C'est-à-dire la spasticité, c'est des espèces de pulsions, des muscles que je contrôle pas. Mes jambes, c'est presque des organismes indépendants parfois. Elles font leur vie. Quand je marche dans l'eau froide, elles décident de sauter toutes seules. C'est des réflexes comme quand on met la main dans le feu, le réflexe qui va plus vite que le cerveau. Ça, je l'ai beaucoup trop. Mon problème, c'est que les jambes vont vers l'intérieur. À chaque pas, je suis obligé de corriger pour les ramener vers l'extérieur. C'est pour ça que je peux pas courir, c'est parce que avec la vitesse, j'ai pas le temps de corriger chaque pas. T'avais aucun problème avant, évidemment. Je veux dire, c'est depuis ce jour-là, quoi. Avant, je courais partout, j'escaladais des trucs. Escalader des trains. Voilà. Okay. Maintenant, j'ai appris mes erreurs. Oui. Autre chose qui me gêne un peu dans la vie de tous les jours aujourd'hui, c'est plus du coup dans le cerveau cette fois, c'est la proprioception que j'ai perdue aussi. Après l'accident, j'ai commencé à expliquer un peu mon histoire sur J'ai les dit réseaux. oui à la proprioception, hein, pour faire genre je suis un mec stylé qui connaît des termes techniques. Je comptais l'expliquer. Aucune idée, avec plaisir. La proprioception, c'est la manière de repérer son corps dans l'espace. C'est-à-dire que moi, si tu me mets dans le noir, je me casse la gueule. Waouh. Parce que là, mon bras, je sais pas où il est. Et quand je suis dans mon lit, j'ai une couette sur mes jambes, je sais pas si je les ai croisées, levées en l'air, écartées, tout ça. Ah, c'est j'ai fou, perdu ce sens
inné qu'on Oui, oui. a tous normalement. Ok. Donc c'est un peu le bordel. Après, le haut du corps s'en sort mieux. Donc c'est quand même un handicap important. Enfin, je veux dire, ça a changé ta vie largement, quoi. J'ai un petit peu détruit ma vie, un peu détruit mon corps, mais en même temps, j'ai miraculeusement survécu. Tout à fait. Et ça, c'est même pas explicable. On m'appelait le miraculé Ouais, à l'hôpital. ouais. Pour les médecins, pour les électriciens même, c'est très étrange. La plupart du temps, ils savent pas trop comment me conseiller ou quoi, puisque c'est assez spécial. C'est quand même le début d'un Marvel. Enfin, Mais ça, on me le dit voilà, tout le temps. après, voilà, c'est posé. À un moment, à l'hôpital, j'envoyais des petites décharges à tout le monde d'électricité statique. Incroyable. Ça a duré qu'un seul jour, j'étais très déçu. Ouais. J'étais en train de Dommage. préparer Oh un là peu. là, le début du... Je me disais, allez, on va lancer un petit spin-off, un petit film sur mon pouvoir et tout, mais ça... Waouh, t'as vraiment vécu ce que Peter Parker a vécu, mais juste à 24 heures. C'est dommage. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, quand j'ai réfléchi, je me dis que scientifiquement, si ça se trouve, ça s'explique à une position de ton corps à 1 millimètre près, que genre 1 millimètre à droite, ça possible. passe pas, et que là, ça passe. C'est fou, tu vois. Est-ce qu'on peut revenir, avant de terminer ces histoires, sur le moment où tu prends l'arc électrique? Au début, tu te rappelles pas, mais ça t'est revenu, tu disais. Plus tard, t'as eu des flashbacks du moment où ton cerveau s'est mis en protection. Je vais te décevoir, hein, je me souviens pas de l'éclair. Pas de C'est la problème. question que tout le monde me demande. La sensation de l'éclair, même voir l'éclair, je m'en souviens pas. Après la photo, je l'ai. Non. Et si. Non. Malheureusement, on voit pas grand-chose, mais c'est un énorme flash blanc avec une petite lumière jaune au milieu. Fou de ma gueule. Donc là, j'ai une photo prise du point de vue de quelqu'un qui se prend 27 000 volts. Donc je pense qu'elle est assez rare. Je C'est pense un qu'elle. selfie plutôt cool. Il y a peut-être un mec qui va la passer dans Photoshop, juste enlever le contraste et puis il va voir. Ce serait fou. On me voit avec les cheveux T'avais en oublié de l'air faire ça. et les flammes sur le corps et Juste tout. oublié de faire ça. La naissance d'un super-héros. Ouais, c'est ça. J'adorerais. Vraiment, c'est le début d'un Marvel, quoi. Un Marvel roumain. J'aime bien. J'ai une petite morale en fait. À un moment, j'ai voulu évidemment, j'ai des fois abandonné. Je me suis dit bon, tant pis, je resterai handicapé. Ou même avant, je me disais bah, j'ai même plus envie de continuer la vie, quoi. Mais en fait, un jour, j'ai réalisé. Je me souviens, j'étais dans mon bain, je me suis juste dit mais en fait là, j'ai un rab de vie que j'étais pas censé avoir. Ah ouais. Et à partir de ce postulat-là, je me dis bah, je peux que kiffer De ouf. parce que c'est que du bonus. Donc maintenant, je profite. Et ça, j'ai envie de le dire même pour tout le monde. Il faut pas frôler la mort pour comprendre que c'est que du bonus. Mais en tout cas, ceux qui ont frôlé la mort, souvent, finissent par avoir la vision que tu as de la vie. C'est ça. Je pense que tu as dû avoir une capacité à relativiser les choses qui est pas la même qu'il y a 5 ans, quoi. Et sur les réseaux, j'ai été vachement connu après ça. D'accord. Parce que je faisais beaucoup d'autodérision là-dessus. Ok. Et du coup, j'ai fait beaucoup rire beaucoup de monde sur TikTok en disant oh bah j'étais pas au courant, je me suis fait cramer. Ou... Ouais, d'accord, ok. Je suis le mec le plus branché de TikTok, voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour cette histoire. Elle est vraiment dingue. Ce décor est dingue. Cet environnement est fou. Je te remercie de m'avoir invité. Je pense que j'ai rien oublié. Avec grand plaisir. Bravo en vrai d'avoir rebondi et tout. C'est quand même des histoires de vie de fou. En plus, du coup, tu t'en tires avec, au-delà de la partie psychologique, quand même un handicap physique qui est lourd. Merci beaucoup, Simon. Et puis à bientôt. Histoire suivante. Ah oui, ça n'a rien à voir. Il y en a encore un qui s'est fait élitreiller là, non? Parce que ça, c'est pas un hamac, ça, c'est un brancard, c'est ça, hein? C'est pas les vacances, ça, hein? Ou alors, c'est pas les vacances que t'attendais. La Near Death Experience, c'est avant tout une bonne balade en hélico. Bon, bah, on est à la plage, serviette, sable, beau temps, hélico. Malheureusement. Surf. Il peut se passer des trucs très sales à la plage. Je pense déjà à une noyade ou à un truc où tu t'es fait emporter par un courant et ça me terrifie. En fait, globalement, une zone de guerre, tu t'attends à ce que ça se passe relativement mal. Une plage de sable fin, moins. Et en fait, ça me fait encore plus peur. À la plage, les gens sont là pour être en vacances, pour se déconnecter, pour se détendre. Donc s'il leur arrive une dinguerie, là, ça me rend triste. Je sais que c'est pas un hamac, je le sais très bien, j'ai compris ce que c'est. Accueillons notre prochaine histoire. Comment il va? Ah Maxime, Installe-toi. Comment on fait? Je t'enlève le fauteuil? faut que tu me portes. Faut que je te porte? Non, Vas-y. c'est une blague. Bah regarde, je vais me reculer là. Bon, après, le sable, c'est pas très... Ça, c'est un peu stylé, tu sais. C'est un peu stylé, hein. Ouais, franchement, c'est un peu C'est juste pour la stylé. vidéo. T'es complètement en Y là. Je te l'enlève, hein. Non, c'est merci. bon, tu fais ton transfert solo. Tu sais, je m'attendais, je me disais, mais pourquoi personne n'arrive vers la porte? Bienvenue. Mais merci. Qu'est-ce que te dit ce décor là déjà? Et ça te parle dans ta vie ce décor ou pas? Ça me parle beaucoup. Bon. Ok, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que la prod a fait à peu près son boulot. Assez représentatif. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as des petits indices. Il y a un monde dans lequel, potentiellement, il t'est arrivé une dinguerie dans ta vie, mais qui n'a rien à voir avec le fait que tu sois en fauteuil. C'est un autre événement, mais je pense pas, malheureusement. Et moi, en fait, je suis dans une situation où je dois me remettre de l'histoire précédente et encaisser la nouvelle. Ton prénom, pardon? Martin. Martin. Bah, bienvenue Martin. Bah, première chose, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un point commun aux histoires que j'écoute aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il y a un hélicoptère d'impliqué, mais je peux peut-être complètement me tromper. On commence de la même manière qu'avec tout le monde. Je
te regarde un peu. Je sais jamais si la prod met des éléments de décor qui sont tous vraiment 100% en lien. Mais il y a évidemment les planches de surf dans le fond du décor qui me parlent. Je me dis que tu as pu avoir un passé sportif surfeur peut-être même. Je sais avec le surf qu'il y a un danger majeur, c'est de se faire déporter et de se faire rabattre par exemple sur des rochers, ce genre de choses, d'être coincé dans des endroits. Donc je pense que c'est la première question que je vais te poser, c'est est-ce que ton accident a un rapport avec le surf? Ça paraît évident, mais est-ce que tu étais surfeur au moment des faits? Non. Bien joué la prod. C'est l'élément qui t'a mis dedans. Ça m'a flingué direct. En tout cas, on est dans la thématique. De la plage, ok. T'étais en vacances? Dans un moment de détente? Ouais. Ok, donc ça élimine déjà le fait que tu aies pu... tu pourrais très bien être quelqu'un qui fait partie des équipes de secours et pour qui ça a mal tourné, voilà. Voilà, c'est dur. Est-ce que tu as échappé à une noyade? Oui. Ok. Aïe, aïe, aïe. Tout a pu arriver. Est-ce que tu as été confronté dans ton histoire en fait à deux types de dangers différents? Oui. Est-ce que tu as reçu un choc? Oui. Okay. Je vais regarder la phrase qui résume ton histoire, enfin qui est juste un petit indice. C'était censé être une sortie plage tout à fait banale, ça ne m'aide pas du tout. Donc c'est pas le surf du coup, mais j'imagine que t'étais sur un truc plus ou moins gonflable qui t'a peut-être emporté à un endroit où tu pouvais plus revenir, ou alors t'étais à la nage. Et je vois bien un truc quand même où tu t'es fait rabattre peut-être sur des rochers, et qu'avec les vagues, il y a eu un choc, et qu'avec l'épuisement, etc., cette situation a dû durer longtemps. Je vois un peu un truc comme ça. Parce que, sauf erreur de ma part, donc tu n'as plus l'usage de tes jambes aujourd'hui. C'est pas la noyade qui peut causer ça, c'est plutôt un choc à la colonne vertébrale, a priori. Donc je le vois bien, malheureusement, sur un rocher ou quelque chose comme ça. Martin, je te laisse compter ton histoire. J'espère que j'ai pas tout spoilé, en fait. Je me rends compte que c'est nul si c'est ça. Alors, t'étais pas loin. Ok. Mais il manque 90%. Effectivement, j'ai eu un choc. J'ai eu un accident qui est pas très connu, mais que beaucoup de personnes ont. Moi, à cette époque, j'étais en études en master en management du sport à Nice. En fait, je suis parti en vacances chez mes parents qui habitent à côté de Mont-de-Marsan dans les Landes. Putain, je voyais tellement ça là-bas, vraiment. J'aurais dû le dire. Et pendant cette période, je me suis séparé de la personne avec qui j'étais à l'époque et j'ai décidé d'aller me changer un petit peu les idées à la plage. J'avais des copains qui étaient à côté de Osgore. Donc c'est des gros spots de surf, même si c'est peut-être pas forcément ce qui va venir. C'est des endroits en France qui sont quand même actifs en termes de vagues, en termes de courant. C'est quand même assez inhabituel. C'est-à-dire t'es breton, tu débarques là-bas, il y a 2-3 trucs à savoir, quoi, globalement. Voilà, je suis avec un de mes copains de master et sa copine et un de leurs potes. Et journée de plage classique, on décide de profiter de la journée, de se baigner, de bronzer, etc. Et ce qui devait être finalement la dernière baignade de la journée, je décide de me lever de ma serviette, de courir vers l'océan. Et là, en fait, je plonge de ma hauteur, sauf que je fais pas attention, il n'y a pas de fond. Et je me tape la tête. Je me l'explique un petit peu comme ça, c'est que une heure avant, je m'étais baigné dans les Landes. Et dans les Landes, avec le remous des vagues, etc., des fois, tu peux faire un pas, deux pas, et t'as du fond assez rapidement. D'accord, c'est-à-dire le fond de l'océan, on va dire, du coup, descend très vite en général là-bas. Ça d'un dépend. coup assez brutalement. En tout cas, toi, t'avais eu confiance en ça, t'avais suspecté qu'il y avait ça. Il n'y avait pas ça. Et il n'y avait pas ça. Donc tu as plongé sur du sable. Sur du sable, et en fait, sous l'eau, c'est comme du béton. Parce que qu'est-ce qui fait que tu n'arrivais pas à voir la profondeur? Du coup, c'est... Déjà, il n'y avait pas une grosse visibilité. C'est L'eau pas comme était la sale. Ouais, c'est ça. il y a un peu du remous. C'est pas comme la Méditerranée où l'eau, elle est quand même assez translucide. Donc, j'ai pas fait gaffe. À ce moment-là, j'ai un moment d'inattention, le temps du choc. Là, ça me fait comme des acouphènes. Et là, en fait, je me vois dans l'eau avec un peu la vision, pauvre de la GoPro, où tu vois tes bras devant. Et là, en fait, je suis en train de capter que je suis en train de me noyer. Et à ce moment-là, il se passe 45 secondes, 60 secondes. Tu disais, est-ce que tu étais tout seul? J'ai eu la chance, effectivement, que il y avait des potes qui étaient sur la plage. L'anecdote, c'est que dans ma tête, j'ai un peu l'instinct de survie de me dire, je vais sortir la tête hors de l'eau. Et quand je sors la tête hors de l'eau, je me dis, au lieu de dire au secours, qui est en 2 mots, je vais dire help. Comme ça, je peux le sortir d'un coup. Donc, j'ai un peu cette notion d'instinct de survie. Et pour la petite histoire, c'est que mon pote m'a jamais entendu. D'accord, ok. Toi, c'était toute ton énergie, tu voulais la mettre là-dedans, ça n'a servi à rien. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 25 ans. Évidemment, on surveille rarement un adulte de 25 ans, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est bête. Parce qu'un enfant qui se rapproche de la mer, t'es en mode full focus. Un adulte de 25 ans qui plonge et qui après fait ça, limite, c'est une vanne, quoi. Ouais, ça s'est joué à rien. Et en fait, t'as mon pote qui dit à sa copine, tiens, c'est bizarre, Martin, qu'est-ce qu'il fait? Puis sa copine, elle dit, bah non, il se laisse un peu porter par les vagues, comme les surfeurs, des fois, il se laisse un petit peu porter. Et en fait, lui, il a senti qu'il y avait un truc. Et moi, à ce moment-là, effectivement, j'essaye d'extirper la tête hors de l'eau. Donc là, tu t'arrives pas à contrôler ton corps, quoi. Alors à ce moment-là, en fait, je bouge rien du tout. Je bougeais même pas encore le haut parce que ma moelle, elle était comprimée en fait par la fracture et par l'os. Il capte qu'il y a un souci. Donc là, il arrive à ma hauteur, il me tire et là, je lui dis que je peux plus bouger les jambes, etc. Donc là, forcément, grosse crise de panique. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est qu'il a un nom de famille qui s'appelle Merveille. Donc c'est beau dans la symbolique, je trouve. Voilà, c'est quand même grâce à lui que je suis ici. Et il m'allonge sur la plage. Ce qui est assez étonnant dans cette histoire, c'est qu'il y a un médecin qui est en vacances à ce moment-là. Et en fait, il arrive, il fait un peu le pré-diagnostic. Donc il m'explique que ça peut être un choc médulaire et que ça peut
peut potentiellement revenir dans les minutes qui suivent. Alors est-ce qu'il m'a dit ça pour me rassurer ou est-ce que vraiment il était déjà un petit peu convaincu de ce qu'il en était, qui s'appelait Pierre, que j'ai jamais retrouvé, donc peut-être qu'avec la vidéo on pourrait le retrouver, ça serait cool. Pierre, choc médulaire, te rappelles-tu? Et à ce moment-là, après tout ce qui s'ensuit, t'as les maîtres nageurs sauveteurs qui arrivent, t'as un hélicoptère qui atterrit sur la plage, on m'héliporte à l'hôpital de Bayonne, je suis opéré pendant 7 heures, donc ils me retirent la fracture de la cervicale C5, donc apparemment elle était explosée en 1000 morceaux. Je me suis réveillé en réanimation. Donc t'as eu un coma du coup? J'ai eu 2-3 jours où j'étais un peu dans le gaz, où ils m'ont sédaté et tout. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand je me suis réveillé, le moment où j'étais peut-être un peu plus conscient, c'était la nuit. Donc la nuit, t'es tout seul, il y a du noir, t'entends des bruits, tu sais pas où t'es. Et je vois un bouton rouge, en fait, j'arrête pas d'appuyer dessus. Et à chaque fois, il y a un infirmier ou un aide-soignant qui arrive, et le gars me dit, mais je vais pas pouvoir rester toute la nuit avec toi. Sauf que moi, à ce moment-là, j'étais complètement dans le gaz, je suis en panique de ouf. Parce que t'as pas la réponse à tes questions. À ce moment-là, on t'a pas posé un diagnostic clair, ou en tout cas, t'es sûr Ouais, de puis rien. tu te réveilles, donc tu sais pas ce qui t'arrive. Et j'apprendrai en réanimation quelques jours après que j'ai une lésion sur la moelle au niveau C6, C7 et que j'ai une tétraplégie. Ce qui est fou, c'est qu'on n'est pas du tout dans un truc où t'as fait du base jump, quoi. Non, c'est pas un accident fou, ouais. Ouais, et donc du coup, t'as potentiellement le faux espoir de te dire c'est pas possible que ça arrive sur une plage comme ça. Étonnamment, en fait, c'est un accident qui arrive très fréquemment, que ce soit dans les piscines qui sont pas suffisamment remplies, ça peut être dans les lacs aussi où t'as pas analysé la profondeur. Il y a des accidents aussi qui sont fréquents à l'océan, c'est les shore breaks. En fait, c'est des vagues qui cassent en bord, vraiment à l'entrée de l'océan. Et en fait, les gens plongent dedans, sauf que derrière, c'est du sable. Donc en fait, ils tapent la tête la première. Parce qu'en se disant il y a une vague, il y a forcément du fond, mais en fait non. Ouais. Grand corps malade, c'est un accident de plongeon Oui, en piscine. effectivement, oui, c'est Ouais. vrai, putain, c'est fou. Là, pour le coup, moi, je l'ai aussi beaucoup plus accepté finalement. C'est que juste avant, je te disais, je pensais qu'il y avait du fond parce que je m'étais baigné à un endroit où il y en avait. J'avais pas pris de substances psychotropes à ce moment-là, etc. Donc, je m'en veux pas non plus par rapport à ça. Et ça a eu des grosses conséquences dans ma vie. Donc, moi, j'ai une tétraplégie basse. Je précise parce que souvent, les gens, ils associent la tétraplégie au film Intouchable, où on croit que c'est une personne qui va bouger que la tête. Et en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Ma tétraplégie se caractérise par une atteinte des 4 membres. Tout ce qui est au-dessus de C6, C7, je peux le bouger. Et tout ce qui est en dessous, je suis paralysé. Donc, pour faire simple, je suis paralysé des pectoraux jusqu'aux doigts de pied, les doigts et les triceps qui sont touchés. Et j'ai des triceps très faibles. Malheureusement, c'est dans ces cas-là qu'on constate à quel point le corps humain est organisé comme un tableur Excel, quoi. C'est-à-dire que tu coupes des blocs à l'arrière de ton dos, dans ta colonne vertébrale, et ça coupe précisément certains endroits et pas d'autres. Non, c'est fou. Et puis, tu vois, ma tétraplégie ne m'empêche pas de vivre ma vie maintenant, d'avoir même ma propre autonomie. Tu vois, je suis venu jusqu'ici, jusqu'à toi, Ok. avec ma propre voiture. J'ai dormi à l'hôtel, je me suis débrouillé tout seul, etc. Parce que t'as dit c'est le triceps que t'as pas, Triceps, ouais. et il sert à quoi normalement? C'est plus pour l'extension. Donc là, je compense beaucoup avec les épaules. D'accord. Par contre, tu vois, si je mets le triceps à gauche, je galère vraiment à relever le bras. D'accord, ok. Là, je suis au max de ce que je peux mettre. À droite, j'y arrive, parce qu'il est un peu moins touché. D'accord. Après, j'ai les épaules et le haut du dos, le cou. T'arrives à faire du sport J'arrive à faire du sport. J'ai fait de la natation pendant 1 an. Je peux faire des haltères. Alors évidemment, après, je suis un peu limité. Je vais pas faire de séances de jambes. Moi, je fais rien, donc t'inquiète. Ce sera toujours plus que moi. C'était il y a combien de temps cet événement? Ça fera 6 ans en août. Ok. C'était le 21 août 2017. C'est des dates que t'oublies pas, en général. Non, j'oublie pas. Je pense que statistiquement, tu vas forcément sauver des vies juste en racontant cette histoire sur cette chaîne. C'est obligatoire. Il y a des gens qui vont pas plonger de la même façon. C'est ce qu'on me dit souvent. Moi, je vais arriver à quelqu'un en fauteuil roulant. Statistiquement, je me dis accident de la de route. moto, Enfin, tu vois, ouais, c'est ça, voiture. accident de moto, exactement. Pas une sortie à la plage qui a mal tourné, quoi. Enfin, je pense que dans des traumatismes comme ça, tu as une forte probabilité, selon aussi l'équilibre émotionnel que tu as de base, de culpabiliser, de mettre des si, des machins. Je trouve que tu arrives vachement à gérer ça quand même. Je te connais pas, ça fait à peu près 30 minutes qu'on discute. Et tu sais pas tout encore. Mais non, mais j'ai l'impression que, je sais pas, dans des événements comme ça, aussi anodins qui font basculer une vie, ça peut rendre un peu fou de se dire et si j'avais pas fait cette baignade de trop et machin. Comment psychologiquement on arrive à dépasser ce truc de se dire je peux pas refaire le passé et... Alors déjà, c'est des processus qui se font pas du jour au lendemain. Moi, il faut savoir que j'ai passé 1 mois en réanimation. Donc ça a été vraiment la période la plus compliquée. Je me rappelle de l'intubation, un tuyau qui te fait respirer, etc. Donc c'est des choses qui sont très invasives, qui sont très dures à gérer, etc. Inconfortable. Et en fait, c'est quand tu te rends compte aussi, la première fois qu'on m'a retiré le tube, déjà le plaisir de respirer, tu te dis mais waouh, genre c'est un truc de ouf. J'ai repris ma première compote et mon premier yaourt avec du sucre, c'était le meilleur repas de ma vie. Quand t'as pas bouffé depuis 15 jours et que... Tu relates un souvenir positif de... Ouais, mais ça en fait partie. Puis c'est aussi dans le processus d'acceptation. T'arrives à le raconter facilement, globalement, dans ta vie ou... Ouais, puis moi, je vais te dire la suite, c'est que c'est devenu aussi un peu mon métier de raconter mon histoire. J'ai quasiment passé 1 année en rééducation où je suis quasiment pas sorti de ces 4 murs. Donc ça a été très compliqué effectivement à ce moment-là. J'ai perdu tous mes repères, j'ai dû me réapproprier un corps, j'ai dû aussi composer entre l'émotion de me dire ok, je vais récupérer parce que moi j'ai une tétraplégie incomplète, donc j'avais des chances de récupération. Ah, donc tu avais une motivation. Donc j'avais cette motivation, un espoir, et finalement tu te rends compte que la récupération c'est pas celle escomptée. Tu te dis ok, là il y a vraiment une fracture, sans mauvais jeu de mots, pour te dire là va falloir avancer avec ça. Là ça a été très compliqué parce que là j'étais vraiment dans une phase un peu
dépressives, très très mal. Et c'était difficile aussi, tu vois, je parlais de ma famille, c'est que à ce moment-là, t'as aussi envie de les préserver de la douleur que tu vis toi. Et en fait, c'est trop dur parce qu'il faut gérer, faut être hyper équilibré entre toi, le fait d'emmagasiner, le fait de te livrer. Et finalement, moi, j'ai trouvé un petit peu mon exutoire. Moi, j'ai eu la chance finalement de raconter mon histoire sur les réseaux et que ça a pris beaucoup d'ampleur parce que vu que j'étais enfermé, j'avais besoin un petit peu de m'exprimer. Et paradoxalement, c'était beaucoup plus facile de me livrer et que j'ai des milliers de personnes qui le lisent que de parler de manière frontale avec ma famille ou avec un psy, etc. J'ai eu une période où, au début, on sent que je suis très motivé. Après, pendant 3 mois, j'ai plus rien publié. Et en fait, au bout de 3 mois, là, je parle vraiment de mes mots et MAUX où je suis très mal. Et en fait, j'ai eu une vague de soutien de ouf et ça m'a fait du bien. Et en fait, progressivement, je racontais un petit peu mon histoire comme ça et ça m'a vachement aidé. La deuxième violence, c'est aussi de te retrouver dans le réel où là, tu fais face à la méconnaissance des gens, à l'inaccessibilité, à une charge mentale qui va être beaucoup plus impactée du fait d'être en fauteuil roulant, à un coût du handicap qui coûte très cher. Là, tu te reprends encore une vague, encore une fois, sans mauvais jeu de mots, mais au moins on reste dans le thème. Elle est bien, putain. Elle est pas mal, hein. Je les ai beaucoup travaillés. Désormais, je peux sensibiliser des gens au danger, faire de la prévention. En fait, cette histoire-là, elle te permet d'ajouter une valeur globalement au monde. Et d'en vivre maintenant, d'en faire mon métier. Bravo. Je pense qu'il y a très très peu de gens qui, tout petits, se disent « Moi, je vais être youtubeur tétraplégique plus tard ». Ça s'est fait très naturellement. Ça s'est fait très naturellement, oui. Je vois ce que tu veux dire. Très très bel exemple de rebond, c'est fou, vraiment. En le disant à un maximum de monde, ça rassure en se disant que même quelque chose d'aussi terrible comme ça puisse pas forcément être la fin de tout. Et c'est aussi pour ça que j'ai investi les réseaux, c'est que j'ai envie de changer cette vision un peu misérabiliste qu'on a du handicap. Dans la sémantique, tu vois, même moi, des fois, je me surprends à le dire, on finit tétraplégique, tu vois, il y a cette notion de c'est une fatalité. En fait, pas du tout. Le handicap, il va être éreintant au quotidien, il va avoir un impact psychologique, c'est sûr, mais c'est pas une fatalité et on peut très bien envisager une vie qui est différente, mais qui peut être tout aussi épanouissante, même si ça suppose plus d'efforts, plus de fatigue, etc. Le corps ne suit peut-être pas, mais la tête, elle suit et maintenant, elle va très bien et puis on essaie de faire des choses bien. Bah ouais, carrément. Bravo. Eh bien, messieurs, dames, c'est la fin de cette 3e histoire. Merci beaucoup, Martin, de nous l'avoir raconté. Il y a tes réseaux sociaux dans la description. Nickel. Ce n'est pas sponsor par Martin, mais il y a quand même ses réseaux sociaux. C'est sponsor par Viking Rise. Merci à eux. Vous pouvez télécharger dans la description. Et si vous voulez un nouvel épisode de Story Dating sur peut-être une autre thématique, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires grâce à de la joie textuelle ou avec des likes, par exemple. Il y a une adresse email ici qui s'affiche et vous pouvez en fait envoyer vos histoires, quelles qu'elles soient. Ça peut être des histoires qui vous sont arrivées, comme un Martin. Ça peut aussi être des histoires qui sont arrivées à des proches. C'est super important pour nous si vous voulez continuer de faire vivre ce petit bonbon de concept qu'on a envie de faire perdurer sur la chaîne. Merci à tous et à bientôt. Ciao.